Vous écoutez Trends Bourse avec Gaël Poncelet et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance, en podcast réalisé avec le soutien de la banque ING. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trends Bourse. On a encore une grosse semaine d'actualité à décrypter. Bonjour Guy Legrand. Bonjour Gaël. Alors le Moyen-Orient reste évidemment au cœur de l'actualité. Philippe Ledant il revient en fin d'épisode pour voir un petit peu quel est l'impact des politiques monétaires de cette guerre au Moyen-Orient. Nous, on va quand même revenir un petit peu sur ce prix du pétrole, se poser la question, Guy, jusqu'où peut-on laisser ce pétrole exploser? On aura l'occasion aussi de parler de dettes privées et puis de quelques résultats qui sont tombés dans le cours de la semaine et qui sont riches d'enseignements. Commençons peut-être, Guy, avec ce pétrole. On voit le prix à la pompe qui est passé au-delà des 2 euros. Ça fait mal au portefeuille des ménages. Il existe en Belgique un système qui permet d'intervenir sur les prix. On peut rêver qu'il soit mis en place? Mais oui, certains en ont parlé, c'est le mécanisme du cliquet inversé, c'est très simple. En fait, lorsque le prix des carburants augmente trop fortement, l'État diminue la fiscalité et lorsque ce prix baisse, il réaugmente la fiscalité. Donc, il y a un décalage dans le temps pour la taxe. En quelque sorte, l'État prête au consommateur les taxes qu'il lui remboursera plus tard. Ce n'est pas bête du tout. Ça a été inventé naguère. On ne l'a pas encore mis d'application. Certains le proposent. D'autres, évidemment, proposent de bloquer les prix, ce qui est plutôt une posture politique et qu'on oserait qualifier d'un peu stupide parce que bloquer, ça ne veut pas dire grand-chose. Du reste, certains ont été recherchés. La déclaration faite naguère par une personne qui réclame aujourd'hui ce blocage, mais qui, lorsque son parti faisait partie du gouvernement, avait déclaré « Si la Belgique déclare que le prix est plafonné à tel niveau et que donc on ne compense pas, plus personne ne va nous livrer. » Oui, bloquer, ça n'a effectivement pas beaucoup de sens. Ce qu'il faut peut-être retenir à propos du pétrole, pour ne pas s'y étendre outre mesure, c'est la décision donc prise par l'Agence internationale de l'énergie de libérer 400 millions de barils. Pour, soit dit en passant, un baril, c'est 159 litres. Bon, 400 millions. Donc, la production mondiale est de 100 millions par jour. Donc, ces barils libérés, entre guillemets, ça équivaut à 4 jours de production. Et on a répété à l'envi, il y a 1/5 de la production mondiale qui passait par le détroit d'Ormuz. Donc, ces 400 millions, ça correspond à 20 jours de transit par le détroit d'Ormuz. Alors voilà, si il est débloqué au bout de 10 jours, tout va bien. Si ça dure un mois, là, ça ira beaucoup moins bien. Mais bien malin qui dira quel sera le prix du pétrole dans 15 jours ou même dans une semaine. On peut s'attendre quand même à ce que cette hausse continue. Mais donc voilà pour le pétrole. Le cliquet inversé quand même, je ne sais pas combien de fois il a été appliqué en Belgique, mais il me semble que c'est quand même assez rare vs l'augmentation des accises, non? Oui, oui, c'est très rare. Non, non, c'était fait 2 fois à ma connaissance. Oui, oui. Ouais, donc voilà, peu d'espoir quand même que notre pays intervienne pour nous aider un petit peu. Parlons d'un tout autre sujet, qui est assez, questionnant quand même, celui, du private equity, la dette privée. Oui, mais le private equity est très à la mode, hein, mettre des entreprises non cotées dans son portefeuille, ça se fait beaucoup dans la banque privée pour des patrimoines d'une certaine importance. Le ticket d'entrée est assez élevé en général. Enfin, c'est disponible en bourse aussi via Sofina, par exemple, qui était cité souvent. Mais à côté du private equity, c'est-à-dire du capital privé, privé dans le sens anglo-saxon, c'est-à-dire non coté en bourse, il y a aussi la dette privée. C'est beaucoup moins connu, c'est beaucoup moins pratiqué, sauf aux États-Unis. Et la dette privée, donc, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que ce sont des entreprises qui sont financées non pas par les banques, non pas par l'émission d'obligations cotées, mais directement par des fonds spécialisés via des obligations ou via des prêts en direct, peu importe. Le principal, c'est que donc c'est tout à fait privé. Alors, il y a une grosse alerte là-dessus en ce moment aux États-Unis et grosse alerte est le moins que l'on puisse dire. Alors, ça ne concerne peut-être pas beaucoup les investisseurs particulier, quoique justement, il faut quand même être au courant pour éviter de se faire avoir éventuellement. C'est un gros sujet d'inquiétude. Alors, un cas exemplaire, un fonds de KKR. KKR est un groupe financier très célèbre aux États-Unis, qui a été légendaire dans les années 80 par ses
OPA agressives, et cetera, sur Nabisco en 88. C'est vraiment pas n'importe qui. Beh, le cours de KKR est en chute libre, moins 34 depuis le début de l'année. Pourquoi? Parce qu'il est dans ce capital privé, mais aussi dans la dette privée, notamment à travers son fonds, et ce fonds-là est ouvert aux investisseurs très largement. Donc il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Ce fonds FS-KKR Capital, moins 31 depuis le début de l'année, moins 53 sur un an. Il y a un effondrement depuis la fin février et c'est général. Ça vaut pour d'autres fonds également. Je voudrais simplement citer BlackRock TCP Capital. On connaît bien BlackRock, c'est le numéro un mondial de la gestion d'actifs, ce fonds spécialisé dans la dette privée, moins 34 depuis le début de l'année, moins 54 depuis un an. Les chiffres sont quasiment identiques. Donc c'est une catastrophe en ce moment. Alors, pourquoi? Que se passe-t-il? On est en train de se rendre compte que cette dette privée a été consentie, enfin ces prêts privés de ce point de vue-là, ont été consentis un petit peu à la tête du client et sans beaucoup de d'examen attentif. Il y a notamment une entreprise qui a chuté en automne dernier, First Brands, un équipementier auto. Il a une dette de 11 milliards. UBS, en est pour un demi-milliard, la banque suisse. Les fonds qui ont, prêté à First Brands se sont rendus compte un peu tard apparemment qu'il y en avait d'autres qui avaient prêté aussi. Donc cet endettement était beaucoup supérieur à ce qu'on pensait. C'est un peu la catastrophe. On découvre tout ça maintenant. Vraiment, vraiment, on se dit: «Tiens, est-ce qu'on ne va pas connaître un nouveau subprime?» Alors on pourrait se dire: «Oui, et qu'en est-il en Europe?» En fait, j'ai l'occasion de discuter par hasard il y a 2 semaines avec un gestionnaire, de fortune, ici à Bruxelles, qui me dit: «Oui, oui, il y a un gros problème. En Europe, heureusement, c'est beaucoup plus sérieux. Le marché européen, d'ailleurs, est beaucoup plus restreint, 115 milliards. On parle de 1 800 milliards aux États-Unis de dette privée. Donc il y a pas trop d'alerte». Mais enfin, l'américain, nous, on ne prend pas effectivement. Non, non, ça ne va pas du tout. C'est la catastrophe absolue. Donc voilà, en principe, on n'est pas trop concerné de ce côté-ci de l'Atlantique. Voilà, il est peut-être bon quand même de savoir, si on ne le savait pas jusqu'à présent, qu'il y a un énorme problème de dette privée et qu'il vaut mieux ne pas y toucher parce que c'est vraiment brûlant, c'est dangereux et ça suscite énormément d'inquiétudes. C'est effectivement une information bonne à avoir. Merci Guy pour ce petit conseil. On va, faire un petit point également sur, certains résultats, hein, qu'on a eus, durant la semaine. Je propose qu'on fasse un petit zoom en Belgique, qu'on fait peu quand même, puisque les résultats de D'Ieteren ont été publiés. C'est quand même une boîte importante en Belgique. Oui. À ce niveau-là, c'est difficile de mettre une gommette verte ou rouge sur ces résultats, non? Oui, oui, les commentateurs ont parlé de résultats mitigés. C'est vrai que bon, première observation, le cours n'a pas bougé pour ainsi dire, enfin il s'est un peu effrité comme l'ensemble de la bourse sans plus, donc ça n'a pas fait grande impression. Alors mitigé, pourquoi? Oui, non pas qu'il soit tiède, mais on va dire qu'il y a à la fois du bon et du moins bon, dans ces résultats. Le moins bon, c'est le chiffre d'affaires des ventes automobiles, moins 5,5%. Le marché n'était pas bon et c'est encore tout à fait honorable. Ce qui est mieux, et même si ça paraît contradictoire à première vue, c'est que le nombre de véhicules vendus a chuté de 13%. C'est pas une bonne nouvelle ça. Oui, mais si ça a chuté beaucoup plus que le chiffre d'affaires, ça veut dire qu'on a vendu des voitures plus chères, où il y a eu une montée en gamme et effectivement, la marge réalisée par D'Ieteren en 2025 était très bonne. Donc, bah, bon et moins bon. Alors, il faut quand même ajouter que, pour rappel, la distribution automobile, ça pèse 5 milliards à peu près, mais qu'il y a aussi des divisions très importantes. Belron évidemment, Carglass qui pèse presque 7 milliards, qui n'est pas entièrement détenu par D'Ieteren, hein. Alors autre division très peu connue, la distribution de pièces automobiles, c'est presque 3 milliards. Bon et ces 2 divisions ont progressé de 4 et 6% respectivement. Donc voilà, c'est mieux que la distribution automobile, hein, voilà, il y a du moins et du plus dans ces résultats. Relevons encore que le résultat consolidé avant impôt, c'est +8,6, le résultat ajusté avant impôt, -10,3. Du pour et du pour et du contre, du positif et du négatif encore une fois et malheureusement du côté négatif, il y a l'évolution attendue pour 2026. Elle sera négative en matière de chiffre d'affaires, mais aussi de marge, du côté de l'automobile, a prévenu la direction. Voilà quand même qui a refroidi si besoin en était et ce qui a
sinon refroidi, mais frustré les investisseurs, c'est que on n'a pas dit un mot de cette fameuse entrée en bourse de Belron dont on parle beaucoup, mais comme ce RAN, on ne voit rigoureusement rien venir. On n'en sait toujours pas plus aujourd'hui. Côté des analystes, est-ce qu'eux arrivent à, plus ou moins donner un avis ou Mais les analystes ne sont pas du tout négatifs. En fait, il y avait eu plusieurs améliorations d'avis fin janvier. Bon, de la part de Jefferies notamment, Berenberg qui a entamé la couverture du titre avec un objectif de cours de 224 euros. Et d'ailleurs, c'est assez amusant à relever, mais l'objectif de cours moyen des analystes est de l'ordre de 220 euros, ce qui est quand même très supérieur au cours actuel, hein, 170 euros vendredi. Et cet objectif est quasiment inchangé depuis le début 2025. Il était supérieur avant ça d'ailleurs, en 2024. Mais bon, voilà. Alors, deux avis que je relèverais depuis la publication des cours, deux réactions très rapides. KBC vise 245 euros, ING 248 euros. Donc, les analystes restent très positifs finalement sur D'Ieteren. Relevons pour la petite histoire que la maison Van Lanschot Kempen affiche carrément 312 euros d'objectif. Mais bon, c'est une maison qui aime bien les prises de position un peu extravagantes, vu que c'est elle qui, vendredi, a abaissé son objectif sur Syensqo à 39 euros à peine, d'où le mini-crash de la journée. Bon, on retiendra 220 euros en moyenne et 240 à 50 euros pour des grandes maisons qui ont réagi aux résultats. alors dans la suite des résultats, il y en avait d'autres qui étaient fort attendus à Wall Street cette fois-ci, c'était les résultats de Oracle. Ah oui, oui, ça c'est le résultat, pourrait-on dire, qui a fait des étincelles la semaine dernière. Oracle a publié ses résultats donc le mardi et en quelques heures à peine, sur les séances de mardi et début mercredi, le cours a pris 12,5%. Mais au moins qu'on puisse dire, c'est que ces résultats ont été appréciés à leur juste valeur. Alors bon, ça a mis un peu de baume sur le cœur des investisseurs, vu que Oracle est une action qui s'était quand même effondrée depuis son sommet de septembre 2025. On était à 345 $ et termine la semaine à 155, le cours s'étant un peu effrité après l'euphorie des résultats. Alors, pourquoi ce désamour du semestre écoulé? Ben, il y a toujours les investissements massifs dans l'intelligence artificielle et dans les infrastructures cloud, plus précisément ici, mais avec pour circonstance aggravante dans le cas d'Oracle, que Oracle finance ses investissements avec de l'endettement aussi. Oracle a 100 milliards de dettes, alors que les ténors de Wall Street ont les poches pleines, ils ne savent plus quoi faire de leur argent, entre guillemets, et ils investissent en fonds propres, même si on a vu apparaître des obligations chez eux aussi, hein. Cela étant dit, le marché a bien accueilli l'obligation d'Oracle de 25 milliards au début février, donc il n'est pas vraiment inquiet, mais enfin, il est partagé aussi. Certains s'inquiètent, d'autres pas. L'Oracle avait rassuré en disant que cette obligation couvrirait la moitié de ses investissements de l'année, le reste serait en capitaux propres. Ils vont augmenter le capital. Il y a donc un équilibre entre les deux. Bon, ok, c'est bien. Mais non, ce sont les résultats. Ah, les résultats étaient très bons. Chiffre d'affaires plus 22%, bénéfice par action plus 22% aussi. Et la direction a souligné que c'est la première fois en 15 trimestres, on parle toujours de résultats trimestriels pardon, à Wall Street, le 15e trimestre que ça dépasse 20% pour les deux. Donc, très bon résultat, effectivement, sur un plan historique. Le carnet de commandes s'est encore un peu gonflé, 553 milliards. Bon, voilà, qui est tout bon, même si certains doutent un petit peu. Les analystes sont pas tous convaincus. Les analystes ne sont pas tous convaincus, non. Et en fait, c'est vrai que, pour revenir une seconde, cette gros carnet de commandes et une dette pas négligeable, c'est vrai que ça suscite des interrogations. Alors, il faut quand même relever une chose, c'est qu'à l'occasion de la publication de ces résultats, la direction d'Oracle a dit: «Oui, mais c'est vrai que ça va coûter beaucoup d'argent, ce carnet de commandes, ça va mobiliser beaucoup de capitaux pour investir, mais je veux quand même souligner que le financement de ces centres de données, car c'est de ça qu'il s'agit, data center, se finance aussi grâce au prépaiement des clients.
Par ailleurs, ce client pour lequel nous construisons ces centres de données, il arrive aussi qu'ils fournissent eux-mêmes le matériel, que ce ne soit pas à nous à l'acheter. Donc voilà qui semble effectivement un peu rassurant par rapport à ce que certains estimaient que Oracle avait eu les yeux plus gros que le ventre. Et c'est vrai que bon, les analystes ne sont pas négatifs, mais encore une fois partagés, hein. Il y a vraiment, ceux qui disent: «Oui, Oracle est bien bien reparti», d'autres qui disent: «Non, désolé, mais on n'est vraiment pas sûr qu'ils vont y arriver à honorer ce carnet de commandes». Alors, je relèverai un analyste qui a réagi vendredi en abaissant très fortement son objectif de cours, mais il faut dire que cet objectif était de 384 $, ce qui peut paraître assez effrayant, assez extravagant, et il l'a abaissé à 225, ce qui reste de moitié supérieur au cours actuel. Il est d'ailleurs toujours au conseil acheté. Donc non, on ne peut pas dire que les analystes soient négatifs. Ils sont assez partagés, mais globalement, allez, ils sont quand même assez positifs. La plupart y croient, ne fût-ce qu'avec modération. Une semaine riche en actualités, quels enseignements l'investisseur peut tirer de tout ça? Mais moi, je reviendrai sur la dette privée, encore une fois, soyons clairs, ça ne concerne pas énormément d'investisseurs, privés en Belgique, particuliers, je veux dire. Mais enfin, tout de même, il y en a ici et là, qui pourraient et puis certains pourraient être tentés, de voir: «Tiens, mais ça a l'air intéressant». La dette privée rapporte quand même 5, 6, voire 7 de plus que les obligations cotées, c'est-à-dire qu'on arrive, allègrement à 10. C'est tentant. Mais bon, le problème, comme je le disais, c'est que tout ça est extrêmement opaque. Même les professionnels qui ont prêté à ces grosses PME ne se sont pas toujours rendus compte qu'ils étaient nombreux sur la balle et que dès lors, l'endettement de ces entreprises était bien supérieur à ce qu'on avait cru, parce que ça se met hors bilan, il faut quand même le signaler, tout n'est pas au bilan. First Brands, dont j'ai cité, avait une petite moitié de son endettement hors bilan. Bon, donc c'est très opaque. Alors moi je dirais, bon attention, attention, rappelons-nous ce que disait ce cher Warren Buffett, si je ne comprends pas, je n'achète pas. On risque ainsi de rater des occasions, mais on risque aussi de cette façon de rater des catastrophes. Voilà une belle leçon. Si je ne comprends pas, je n'achète pas. Merci beaucoup, Guy. Pardon. On va laisser notre place à Philippe Ledan pour faire un petit point sur ce conflit au Moyen-Orient et les politiques monétaires qu'il va falloir adapter, bien entendu. Et on se retrouve la semaine prochaine. Avec grand plaisir. À la semaine prochaine, Guy. Place maintenant à l'analyse d'un expert en investissement d'ING pour décrypter l'actualité économique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre contribution hebdomadaire au podcast Trends Bourse. Je m'appelle Philippe Ledan et je suis expert économiste chez ING Belgique. Aujourd'hui, nous allons évidemment parler de l'impact de la guerre au Moyen-Orient, mais plus précisément de son impact sur la politique de taux d'intérêt des banques centrales et encore plus précisément sur la BCE. La hausse des prix de l'énergie entraînera-t-elle une augmentation de l'inflation nécessitant des hausses de taux d'intérêt ? Ou les banques centrales sont-elles plus préoccupées par l'impact négatif de la crise de l'énergie sur la croissance économique ? Telle est la question. Les investisseurs en bourse apprécient ce qu'on appelle parfois un scénario boucle d'or ou Goldilocks en anglais. Un environnement économique caractérisé par une croissance solide et une inflation faible, avec des taux d'intérêt bas et stables. Le scénario de la stagflation, c'est-à-dire la combinaison d'une croissance stagnante et d'une inflation croissante, est moins favorable pour les marchés. Cette situation cause également des maux de tête aux banques centrales. Doivent-elles soutenir la croissance avec des taux d'intérêt plus bas ou lutter contre l'inflation avec des taux d'intérêt plus élevés ? Le choc énergétique actuel crée un tel dilemme. Alors il y a quelques années encore, les banquiers centraux s'accordaient à dire que l'on ne pouvait pas faire grand-chose contre un tel choc externe et que l'inflation provoquée par une crise énergétique était transitoire. En fait, la hausse des prix de l'énergie, c'est une sorte de taxe externe que les entreprises et les consommateurs doivent payer. Nous devons payer plus cher le pétrole et le gaz aux fournisseurs étrangers, ce qui nous laisse moins de pouvoir d'achat pour les biens et les services nationaux et on ne sait pas y faire grand-chose. Si la Banque centrale commence à relever ses taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, bien cela ne fera qu'aggraver le ralentissement de la demande intérieure. C'est pourquoi les banques centrales examinant un tel choc sur les prix de l'énergie à un stade précoce n'ont généralement pas modifié leur politique monétaire. Mais lorsqu'après la pandémie, les problèmes de la chaîne d'approvisionnement mondiale,
puis l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont fait grimper l'inflation en Europe, cette doctrine a été mise à rude épreuve. En mai 2022, l'inflation était déjà supérieure à 8%, mais la Banque centrale européenne avait encore un taux directeur de moins 0,5%. Lorsque l'inflation hors prix de l'énergie a également approché les 4%, la banque n'en pouvait évidemment plus et a commencé à relever agressivement les taux d'intérêt, quelque part pour rattraper le temps perdu. Cet épisode a clairement causé un traumatisme et pourrait également affecter la politique future en matière de taux d'intérêt. En fait, il est intéressant de noter qu'en 2023, le service d'études de la Banque centrale européenne élaborait déjà un scénario de guerre au Moyen-Orient qui aurait impliqué la fermeture du détroit d'Ormuz. Ils ont alors supposé que dans ce scénario catastrophe, les prix du pétrole seraient 57% plus élevés et les prix du gaz naturel 74% plus élevés que dans leur scénario de base. Et ce, pour une période prolongée, c'est important. Selon leur modélisation, cela aurait alors réduit la croissance économique de 0,7 points de pourcentage et aurait augmenté l'inflation de 0,9 points de pourcentage, ce qui aurait un effet stagflationniste. En appliquant ce scénario à la situation actuelle, donc au prix du pétrole et du gaz qu'ils étaient avant le début de la guerre, cela signifie que le prix du pétrole devrait alors se situer dans ce scénario catastrophe autour de $100 le baril cette année et le prix du gaz à 52 € par mégawattheure. Bien, en fait, c'est à peu près les niveaux que l'on a actuellement. Mais c'est bien sûr la situation actuelle, et si la guerre devait se terminer dans quelques semaines, les prix de l'énergie seraient probablement beaucoup plus bas assez rapidement. On ne garderait pas ces prix une année entière, et donc les effets que j'ai décrits juste avant ne s'appliqueraient pas entièrement. Mais la nervosité des banquiers centraux est clairement perceptible. La présidente de la Banque centrale européenne, Madame Lagarde, a déjà déclaré que la BCE ne ferait pas dérailler l'inflation cette fois. Le président de la Bundesbank, M. Nagel, a également laissé entendre que la BCE réagirait clairement si la guerre au Moyen-Orient stimulait sensiblement l'inflation. Et pour être clair, nous pensons que l'inflation pourrait bien atteindre 3%, voire plus dans les mois à venir. Il sera particulièrement important de voir dans quelle mesure l'inflation se redressera également en dehors des prix de l'énergie. Si tel est le cas, la BCE n'attendrait pas un an de plus pour relever les taux d'intérêt. Mais en même temps, tous les membres du Conseil des gouverneurs de la BCE indiquent qu'il est maintenant trop tôt pour réagir. Il y a encore trop d'incertitudes sur la durée de la crise. N'oublions pas non plus que la situation de départ est complètement différente. En 2022, la politique de taux d'intérêt négatif de la BCE était encore très stimulante. Relever les taux ne faisait que rendre la politique monétaire un peu moins accommodante. Or aujourd'hui, le taux directeur de 2% de la BCE est considéré comme neutre. En d'autres termes, si les taux d'intérêt devaient être relevés par rapport au niveau actuel, cela pèserait davantage sur la croissance économique puisque ça aurait un caractère restrictif. Ce ne serait pas non plus une bonne nouvelle pour les marchés boursiers. Alors, quelle est la probabilité que ça se produise ? On observe que les marchés financiers commencent à envisager sérieusement une hausse des taux d'intérêt en Europe au cours des mois d'été. Donc on voit quand même qu'il y a une probabilité non nulle, loin de là. Et qu'en est-il de la Banque centrale américaine ? En fait, là aussi, l'inflation devrait repartir à la hausse dans les mois à venir. Mais il y a deux différences avec la BCE. L'objectif principal de la BCE est une inflation faible. La Réserve fédérale, elle a un double objectif. Elle doit maintenir à la fois l'inflation et le taux de chômage à un niveau faible. Et le marché du travail américain semble s'affaiblir quelque peu. En outre, les taux d'intérêt américains à court terme, 3,75% pour le taux directeur, restent assez restrictifs. La Banque centrale devait normaliser les taux d'intérêt cette année, les rendre plus neutres, ce qui signifiait que les taux d'intérêt devaient légèrement baisser. Toutefois, les événements récents qui entraînent une nouvelle hausse de l'inflation et un risque supplémentaire, ça retardera cette éventuelle baisse des taux, vraisemblablement jusqu'au dernier trimestre de 2026. Bon, bien entendu, nous continuons à suivre de près les événements au Moyen-Orient et ils sont tellement importants pour le scénario économique et les marchés financiers. C'était tout pour cette fois et je vous dis à la prochaine fois. Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse. Vous trouverez plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance.
Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de ING.